Europe Matin, Maxime Switek. Et à la une ce matin, nord-sud, même combat, la neige et maintenant le verglas recouvre une bonne partie de la France. 56 départements vigilance orange. L'Hérault est repassé en orange. On craint le pire en Ile-de-France, où il est conseillé de ne pas prendre sa voiture ce matin. Nous ferons un point complet dès le début de ce journal. Plus 1 euro, c'est aujourd'hui que le prix des paquets de cigarettes augmente. L'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre 10 euros le paquet d'ici 2020. Dans ce journal, un retournement historique. On recrée des emplois industriels dans le Nord, région jusqu'ici sinistrée. Nous irons aux États-Unis, ça bouge sur les armes. Plusieurs grandes chaînes de magasins annoncent qu'elles ne vendront plus de fusils automatiques, qu'elles ne vendront plus aux plus jeunes. La mobilisation après la tuerie de Parkland se confirme. Également au sommaire, l'enquête du 8h à 1 mois de l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Les zadistes, vous les entendrez, n'ont absolument pas l'intention de bouger. Et puis le foot, 3-0, c'est le tarif. Nouvelle victoire du PSG contre l'OM hier soir en Coupe de France. Neymar va se faire opérer au Brésil. À 8h15, notre invité, nous recevrons Eric Orsena en direct dans ce studio. L'académicien publie aujourd'hui Désir de ville, un voyage assez incroyable à la découverte de 200 villes dans le monde. Eric Orsena donc avec nous à 8h15. Bretagne, Normandie, région parisienne, Bourgogne, les Alpes, le Sud-Est. La carte de Météo France ce matin est impressionnante. 56 départements vigilance orange, neige, verglas pour la plupart. 2 gros points noirs. L'Hérault, qui est tout de même repassé en alerte orange, mais où des centaines d'automobilistes ont dormi soit dans des gymnases, soit dans leur voiture. Nous y serons dans un instant. Mais d'abord, dans ce journal, une mise en garde. Ne prenez pas votre voiture ce matin si vous habitez en Ile-de-France. C'est le conseil assez ferme du préfet de police. Maud Descamps, vous êtes en direct de la nationale 10 près de Trappes dans les Yvelines. Est-ce que cette consigne est respectée ? Eh bien écoutez Maxime, oui, la consigne semble avoir été respectée puisque les franciliens semblent avoir laissé la voiture à la maison ce matin. Mais évidemment, certains n'ont pas eu le choix. C'est le cas d'Alex que j'ai croisé sur une aire de repos en train de faire le plein d'essence pour aller travailler. J'ai pris ma voiture tôt, avec les routes un peu enneigées. Et oui, j'ai besoin d'argent, comme tout le monde, donc je vais bosser. Et puis en attendant que le patron dise tu vas bosser ou pas. Je suis jardinier. Il n'y a pas de trêve pour les jardiniers, on peut toujours faire quelque chose même quand il neige. Alors Maxime, si la nationale 10 a été sablée, autour de moi, sur les bas-côtés, eh bien tout est blanc. Et puis surtout, le thermomètre affiche moins 5 degrés. Donc la fine pluie qui s'est abattue ce matin commence à geler. Je vois devant moi que la chaussée est brillante. Thierry aurait bien aimé prendre une journée de congé, mais voilà, il revient à peine de vacances. Malheureusement, je reviens de congé parce qu'il y avait les enfants justement et donc maintenant non, il faut recommencer à travailler quand même. En fait, le problème c'est que j'ai pas de transport en commun pour venir de mon domicile jusqu'au travail, donc je suis obligé de prendre la voiture, j'ai pas d'autre solution. Sinon peut-être du covoiturage, mais voilà, j'ai pas cette possibilité. Alors des pluies verglaçantes sont attendues dans la matinée. Il va donc falloir être très prudent si vous devez prendre votre voiture aujourd'hui. Maud Descamps en direct des Yvelines pour Europe 1. Grosse difficulté donc en Ile-de-France, mais que dire de l'Hérault ? La neige a totalement paralysé certains axes routiers depuis hier après-midi. Sur la 9 et la 750, des centaines d'automobilistes ont dû dormir dans leur voiture, comme Aude et sa famille sur la route des vacances. On a dormi dans la voiture, on a un bébé, 3 chiens et un petit garçon de 7 ans. On avait ce qu'il fallait pour manger et les biberons, donc pour l'instant ça va, on n'a plus beaucoup d'eau. On garde précieusement ce qui nous reste. Là, depuis hier soir, pas d'informations en dehors de ce qui se passe à la radio et on a réussi à avancer à peu près 3 km en suivant un véhicule d'urgence de l'armée de terre qui est chaîné en 4x4. Nous on est en 4x4 aussi, comme ça les voitures peuvent nous suivre, on essaye de faire un peu le chemin. Mon mari marche en avant pour demander aux voitures de se dégager pour essayer de laisser passer le véhicule. Sur l'autre voie, les déneigeuses sont passées plusieurs fois, les camions s'enquillent et se remettent en travers, donc les gens sont coincés aussi, ils n'arrivent pas à avancer non plus. J'essaye de rester patiente. Un témoignage recueilli par Aude Vernuccio. D'autres automobilistes plus chanceux ont été pris en charge dans des centres d'hébergement d'urgence. 1700 personnes sur l'ensemble du département de l'Hérault. Benjamin Peter, vous avez passé la nuit dans un gymnase à Gignac, c'est à 30 km de Montpellier. Est-ce que désormais, Benjamin, la situation s'améliore ? Il y a des signes très encourageants, déjà parce qu'il ne neige plus, c'est la bonne nouvelle. On a même eu de la pluie tout à l'heure, du coup les routes sont recouvertes d'une neige en fait très molle dans laquelle on s'enfonce et de grandes flaques d'eau. C'est tentant de repartir, mais les gendarmes recommandent de ne pas bouger, de ne surtout pas s'aventurer. Malgré tout, beaucoup de voitures reprennent la route ce matin.
On va tenter, on va pas attendre jusqu'à l'après-midi là, donc dans le refuge, même si on était bien, heureusement, merci à Gignac, mais on va essayer de rentrer quand même. Ouais. Vous espérez passer par où là ? Là on va prendre les chemins, les routes qui longent la 75, ouais. On va pas prendre la 75 parce qu'elle est bouchée. On va tenter, et je pense que comme ça a commencé à fondre là, donc je pense que ça va être praticable. Trouver un itinéraire bis, beaucoup ont essayé. Hier, c'est le cas de Virginie. Elle a en vain tenté de rejoindre Montpellier une bonne partie de la nuit avant d'échouer ici tout à l'heure. On a arrêté désespérément de rouler à 4h30 du matin. On a dormi un petit peu sur le rond-point principal de Gignac qui relie à l'autoroute. Et on est arrivé à 6h30 au foyer d'accueil avec 9 personnes dans un minibus. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va repartir. C'est ça le problème. Voilà, alors la municipalité leur a offert de quoi se réchauffer. Un petit déjeuner est servi en ce moment même en attendant que la situation s'améliore véritablement et surtout que l'autoroute A750 soit enfin débloquée. Mais ça pourrait durer une bonne partie de la journée. Merci Benjamin Péter en direct de Gignac dans l'Hérault. J'ajoute que dans le Gard, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est interdite jusqu'à 10h. Dans le Var, l'autoroute A8 est fermée sur une trentaine de kilomètres au niveau de Grasse. Situation extrêmement compliquée, vous l'avez compris ce matin. Mais les choses devraient s'arranger dans l'après-midi avec un net redout. Les températures seront positives partout. Il fera par exemple 17 degrés au Pays Basque alors qu'il neigeait encore hier. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Twitter avec le hashtag #1midi pour nous raconter les difficultés que vous rencontrez ce matin. Jean-Baptiste le fait à l'instant. Il nous explique qu'il a mis 40 minutes pour faire 500 mètres à côté de Lyon à Pont-de-Chéruy. Il nous dit génial, je pense que c'est ironique, Julie. Europe 1, il est 8h07. L'autre titre à la une de l'actualité sur Europe 1, c'est cette hausse qui risque de faire très mal au portefeuille des fumeurs. Plus 80 centimes à 1 € par paquet depuis ce matin, ce qui nous fait les Marlboro, les Camel, les Gauloises à 8 € et même quasiment 10 pour ceux qui achètent des paquets de 25. Moment de vérité saisi ce matin dans un bureau de tabac. Je vais vous prendre un paquet de Philippe Maurice en 25. 9,90. 9,90 ? Non! Je vais bientôt arrêter de fumer. On va dire que je fume 3 paquets en une semaine. Donc je pense que je vais réduire à 1 là. Largement, là c'est pas possible en toute honnêteté. On est à 10 € le pack, faut s'imaginer quoi. 10 €, on fait beaucoup de choses avec, surtout pour nous les jeunes quoi. La surprise d'une fumeuse recueillie par Mathilde Bénézé. Je rappelle qu'il y a en France 15 millions de fumeurs, un tiers des plus de 15 ans. Ève Roger, avec cette hausse de prix, le but du gouvernement, c'est d'abord de faire reculer le nombre de fumeurs. 1 € en une seule fois, c'est tout simplement du jamais vu. Même si ça ne représente qu'une hausse de 10%, loin des 40% de l'époque de Jacques Chirac et de son plan cancer, tout au long de l'année 2003. Sauf que ce n'est pas terminé, car dans moins de 2 ans, vos paquets vous coûteront 10 €. La barre symbolique sera alors franchie et surtout, ça voudra dire qu'Emmanuel Macron aura augmenté le prix du paquet presque autant que Jacques Chirac. Et ce n'est pas un hasard, car à l'époque, plus d'1 million de fumeurs avaient jeté leur paquet à la poubelle. Les études sont formelles. Il faut une hausse brutale pour décourager une partie des habitués. Alors tout le monde en convient aujourd'hui, ce prix élevé aura bien un effet sur la consommation, mais plus sur les ados qui auront tendance à ne pas commencer que sur le fumeur de longue date. Les fabricants de tabac aussi anticipent un effondrement des ventes, c'est comme ça qu'ils le disent, mais craignent surtout une explosion du marché parallèle. Ève Roger, chef du service société d'Europe. Une information de dernière minute, on apprend qu'un incendie s'est déclaré cette nuit dans un immeuble du 11e arrondissement de Paris. Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés. Le bilan est de 13 blessés, dont 3 graves. L'économie dans ce journal. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. Directeur de la rédaction des Échos. Nicolas, c'est un retournement assez inespéré que vous nous racontez ce matin. La région des Hauts-de-France, qui a été dévastée depuis plus de 30 ans par les fermetures d'usines, la région se remet à créer des emplois industriels. Oui, le cours de l'histoire s'inverse. Une étude du cabinet Trendéo place la région en tête des créations d'emplois industriels en 2017 avec un solde net positif de plus de 2000 emplois industriels. Alors évidemment, par rapport à l'hémorragie de ces dernières années qui se chiffre en dizaines de milliers d'emplois perdus, tout ça est encore fragile, mais la tendance est là avec notamment de bonnes nouvelles dans l'automobile. Toyota par exemple va lancer un deuxième modèle dans son usine de Valenciennes avec 700 embauches à la clé. Voilà, des signes positifs pour les Hauts-de-France. Est-ce que ce rebond peut être durable ? Alors évidemment, c'est le gros enjeu pour le patron de la région, Xavier Bertrand. Une zone franche a été créée dans les 150 communes du bassin minier. Les PME qui s'y installent auront des exonérations d'impôts sur les sociétés et d'impôts locaux pendant 2 ans. Xavier Bertrand veut une autre zone franche à Calais pour profiter du Brexit. Tout ça ne va pas créer des dizaines de milliers d'emplois, mais l'espoir renaît et c'est la preuve que la désindustrialisation n'est pas une fatalité, même dans le nord de la France. Merci Nicolas Barret, c'est donc à lire ce matin dans Les Échos.
Europe 1. À 8h11, la suite du journal. Maxime Switek. Avec l'actualité à l'étranger, 2 semaines après la tuerie de Parkland en Floride, les choses semblent vraiment bouger aux États-Unis. Sous la pression des élèves du lycée de Parkland et de toute une partie de l'opinion publique, 2 grandes chaînes de magasins viennent d'annoncer qu'elles allaient durcir les règles de vente d'armes. Elles n'attendent pas que la loi change. On voit ça avec notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon. Chez Walmart, le géant des supermarchés, il faudra désormais avoir 21 ans et non plus 18 pour acheter une arme. Pareil chez Dick's, la grande enseigne de sport, qui ne vendra même plus de fusils d'assaut ni de chargeurs de grande capacité. Autant de mesures réclamées par les partisans d'un plus grand contrôle des armes et par les lycéens de Parkland. Nous vous avons entendu, a dit le PDG de Dick's, puisque le Congrès n'est pas capable de prendre ses décisions, alors nous le faisons pour nos magasins, a expliqué hier Ed Stark. Nous avons nous-mêmes vendu une arme au tireur. Ce n'est pas celle qu'il a utilisée, a-t-il expliqué, mais ça aurait pu et ça nous a retourné l'estomac. Nous ne voulons plus participer à ce genre d'histoire. Dans cet esprit, ces derniers jours, des loueurs de voitures, des assureurs ou la compagnie aérienne Delta ont coupé leurs liens avec la NRA, le lobby pro-armes. Mais ça n'est pas sans conséquence. Il y a déjà des appels au boycott des magasins Dick's et Delta est menacée de perdre ses avantages fiscaux en Géorgie où elle a son siège, alors que Delta vient de s'installer chez nous, a proposé hier le gouverneur de New York, l'un des États les plus sévères en matière d'armes à feu. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Un retour ce matin à Notre-Dame-des-Landes. Dans un mois, ce sera la fin de la trêve hivernale. La ZAD pourra donc être évacuée, comme l'a annoncé le Premier ministre. Mais où en est-on sur place? C'est l'enquête du 8h. Bonjour François Coulon. Bonjour Maxime. François, première question. À quoi ressemble la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en ce moment ? Eh bien écoutez, première surprise, pratiquement personne n'est parti depuis 1 mois et demi, depuis que le gouvernement a annoncé l'abandon du projet d'aéroport. La préfecture évalue à environ 200 le nombre de zadistes encore présents sur zone. Parmi eux, une 50aine se montrent suffisamment agressifs aux abords de la départementale 280 en réfection pour que 200 gendarmes soient mobilisés quotidiennement sur site. Leur mission, sécuriser le chantier et protéger la poignée d'agents du département qui y travaillent. François, vous avez rencontré sur place un certain nombre de zadistes moins radicaux. Quel est leur état d'esprit ? Alors là aussi, c'est une surprise. Ils me parlent clairement d'un armistice qu'ils sont en train de préparer, un pacte qu'ils signeraient avec l'État. D'ailleurs, et c'est une information Europe 1, 3 d'entre eux ont été reçus par la préfète de Loire-Atlantique pour la première fois hier. Cela dit, les 2 parties ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde sur les conditions de leur maintien dans la ZAD. Camille est l'un des porte-parole des zadistes. Il y a quelques personnes qui veulent s'installer de manière déclarée avec une activité professionnelle. C'est vraiment une minorité. La plupart des gens, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est pouvoir continuer ce laboratoire qu'est la zone actuellement, c'est-à-dire une zone d'expérimentation, que ce soit aussi bien sur l'agricole, l'économique, le social, l'environnemental. C'est ça le plus important. Et ça, actuellement, ça ne peut pas se faire en suivant les normes professionnelles. Vous ne voulez pas rentrer dans les clous ? Il est hors de question, ça n'a aucun sens. On ne s'est pas battu pendant toutes ces années pour, au final, prendre un statut d'agriculteur qui détruit la terre, à l'inverse même de tout ce qu'on a toujours prôné. François, on entend ce témoignage, les zadistes en fait veulent un Larzac bis. Oui, c'est ça. Ils veulent une gestion collective des terres par une entité qui décidera elle-même qui installer en fonction de critères uniquement environnementaux et sociaux. On est très loin des conditions de Nicole Klein, préfète de la Loire-Atlantique, comme payer ses impôts ou régler la MSA. Ceux qui auront un projet agricole pourront rester, mais tous ceux qui ne rentrent pas dans cette catégorie-là ne pourront pas rester. Ils seront expulsés. Ça veut dire sûrement une intervention des forces de l'ordre. Le top départ sera donné quand on sera prêt à agir. Je pense que la majorité veulent rentrer dans les clous. On verra qui on expulse et comment on expulse. Il y aura certainement une expulsion, oui, et les forces pour les faire. On ne mettra pas de mur, on essaiera de proposer un relogement à ceux qu'on expulse. Moi, je crois à l'apaisement. Je travaille à ça tous les jours. Alors, autant vous dire qu'il y a dans la ZAD un certain nombre d'individus qui sont déterminés à se battre violemment en cas d'intervention des forces de l'ordre. Témoin Eric, présent ici depuis 2012. Face à l'annonce de l'envoi des Robocop, on sera sûrement quelques milliers. Ça, c'est une évidence. Des Black Blocs viendront, et tant mieux. Si le gouvernement décide donc cette guerre, s'il nous déclare la guerre, s'il nous décide de réenvahir notre ZAD, là, il y aura sûrement des victimes, c'est obligatoire.
Voilà Maxime, mon sentiment c'est qu'on se dirige vers une sortie de crise extrêmement compliquée et qui pourra difficilement faire l'économie de l'épreuve de force. Allez, on va suivre ça avec vous dans les semaines qui viennent. L'enquête du 8h en direct de Nantes. Merci François Coulon. Les sports avec les quarts de finale de la Coupe de France ce soir. Quand Lyon, hier Chambly, club amateur, a éliminé Strasbourg. Le PSG s'est débarrassé de Marseille. Nouvelle victoire 3-0 pour les Parisiens qui ont joué sans Neymar. Le Brésilien pourrait se faire opérer dans les heures qui viennent au Brésil. Europe 1.